Chers téléspectateurs, chers internautes, soyez les bienvenus à votre émission Parlons droits humains. C'est encore cette émission qui nous réunit ce soir et aujourd'hui nous avons décidé d'aborder une thématique qui vous intéressera certainement, exploitation minière artisanale de l'or, source de richesse ou de conflit. C'est sur ce thème que nous allons échanger aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Jonas Ien. Il est le coordonnateur des programmes de ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Soyez les bienvenus sur notre plateau, M. Ien. Merci, c'est avec un plaisir. Vous intervenez dans le domaine minier depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre structure ORCAD? Oui, effectivement, ORCAD, c'est une ONG spécialisée dans le domaine minier. Et elle est sur le terrain il y a de cela 21 années maintenant. Et on intervient aussi bien sous le sous-secteur orpaillage, ce que vous appelez orpaillage, donc exploitation artisanale de l'or, et également sur les mines industrielles, sur lesquelles nous mettons également beaucoup l'accent. Alors notre mission, c'est en deux volets. Le premier volet, c'est de suivre les questions des droits humains, des droits des communautés dans les zones où les projets miniers industriels sont implantés, pour suivre le processus d'installation, la consultation des communautés, la prise en compte de leurs préoccupations en cas de déplacement des communautés, le respect de leurs droits, et le respect également dans le sens des compensations. Et l'autre volet, c'est le suivi même de la gouvernance du secteur minier au niveau national, en regardant un peu la réglementation minière, leurs forces et les insuffisances, et ce que nous avons à faire comme plaidoyer pour entraîner des réformes nécessaires, de sorte que l'exploitation minière profite à la fois au budget de l'État, aux populations en général et surtout aux communautés qui sont directement impactées par les projets miniers. Donc on embrasse les différents types d'exploitation minière tels que reconnus par la loi minière au Burkina Faso. Ok, Monsieur Ien, nous attendons souvent des termes exploitation minière artisanale de l'or, exploitation semi-mécanique ou exploitation industrielle de l'or. Est-ce que vous pouvez revenir sur des explications brèves pour que les téléspectateurs comprennent davantage la différence qu'il y a? Oui, c'est trois types d'exploitation qui sont reconnus par la loi minière au Burkina, qui est le code minier. Le premier type, c'est ce qu'on appelle l'exploitation minière industrielle. Et dans l'exploitation minière industrielle, il y a ce qu'on appelle les grandes mines et les petites mines. Donc vous allez entendre parler d'exploitation minière industrielle de grandes mines ou de petites mines. C'est-à-dire ça dépend de la taille. C'est de la taille du projet minier. Donc la teneur de l'exploitation. Si vous prenez une mine comme Essakane, c'est une grande société minière. Donc il y en a aussi des petites qui n'ont pas une longue durée, mais c'est des mines industrielles. Le deuxième type d'exploitation, c'est ce qu'on appelle l'exploitation minière semi-mécanisée. Donc ce n'est ni de l'orpaillage, donc ce n'est pas le traditionnel, ce n'est pas de l'industriel non plus, mais il y a quand même un peu de machines d'un certain niveau qui permettent d'exploiter. Donc, si vous voulez, c'est le milieu. Oui. C'est le milieu entre les grands. Explication facile pour nous. C'est le milieu entre les grands et les petits. Et puis maintenant, le troisième type, c'est ce qu'on appelle l'exploitation minière artisanale. Donc, artisanale de l'or, quand il s'agit de l'or. Si c'est des carrières aussi, il y a l'exploitation artisanale en matière de carrières. L'exploitation minière artisanale, c'est ce que vous appelez communément orpaillage. Et si vous lisez le code minier du Burkina, vous ne verrez nulle part le mot orpaillage. Parce que ce n'est pas une appellation technique qui est reconnue. Parce que la notion
de l'orpaillage, c'est tout autre chose que ce que nous exploitons dans notre pays. Je vois qu'on va comprendre beaucoup de choses avec vous, Monsieur Ien, mais nous allons marquer une pause pour suivre un extrait. C'est un reportage réalisé par un reporter de la Droit Libre TV, la web télé. Nous allons suivre le reportage et revenir à vous tout à l'heure. Yo ligide ba we ngambala wa wane tono megete to makabe amba wa leb sana mo on para tom zeng di basana mo ala ligide pa ngi panana e pa symbol bo ko do ton to la yom le kyu no ya ol ta donc beaucoup tout pour me on ni ba na ni mete bo pa ya on to kon tawa abare mi on va zamba mo me nga wat zo no ba buka. Digir men kabendi te puri tere men waten kabe pa de samba talan law panan to on zuti ne panan kon ya amma bo wi cloud bale ke musuna bon hon na bale donc atum ne nango tum ne to ka nango la digir ning nan por fitum ba hawa ni kabe pane tuma ton ne kio na mon ton tume ali is fama la digir kabe. Retour sur ce plateau à présent et nous sommes avec Monsieur Ien, le coordonnateur des programmes de l'ONG ORCAD. Monsieur Ien, nous avons suivi cet extrait-là ensemble, un reportage réalisé par la Droit Libre TV. Est-ce que c'est comme ça se passe? Vous voyez que dans le reportage, les enfants sont présents, ils travaillent, il y a également des femmes. Est-ce que c'est comme ça se passe? Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a bel et bien des enfants sur les sites d'orpaillage. Il y a également des femmes. Il y a aussi des hommes. Maintenant, les motivations pour les uns et les autres de leur présence sur le site, c'est ça aussi parfois il faut rechercher. Parce que tout le monde n'est pas venu dans les mêmes conditions. C'est vrai que le point commun, c'est que tout le monde est là pour chercher l'or. Et ce qui dit chercher l'or, c'est chercher de l'argent. Donc il y a bel et bien des enfants sur les sites d'exploitation artisanale de l'or et les femmes, et c'est les plus en vue. C'est ça qui tique le plus. Alors, monsieur, selon une étude récente, plus de 1,4 million de Burkinabés évoluent dans ce domaine. Comment on explique cet état de fait, que les gens s'intéressent à l'exploitation minière artisanale de l'or? Oui, les chiffres là, il y en a beaucoup. Hein. Cette étude a dû donner ces chiffres. Vous verrez d'autres recherches qui vont vous dire qu'il y en a plus de 2 millions. Les fêtières des syndicats, des orpailleurs, eux-mêmes vont vous donner des chiffres beaucoup plus élevés que ça. Ça montre un peu la population que l'on rencontre dans cette activité-là. Comment cela s'explique? Cela s'explique, j'allais dire, en premier lieu par la question de la pauvreté, qui pousse surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi à aller à la recherche de leur pitance. Cela indique aussi et interroge la qualité de nos politiques publiques de développement, qui n'arrivent pas véritablement à répondre aux aspirations des jeunes qui sont en quête d'emploi. Donc, faute d'occupation ou de politiques étatiques qui leur permettent d'avoir des occupations, bon, beaucoup de jeunes, effectivement, s'y jettent. Et
cherchent leur avenir avec tous les risques que cela comporte. Bon, les enfants aussi, dont beaucoup ont des parents pauvres et qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, se jettent également dans ces activités. Il en est de même pour les femmes. Mais pour ce qui concerne les enfants, il faut dire que leur présence, il y a deux types. Il y a des enfants qui y sont du fait de la présence des parents. Alors, si le papa, la maman, les oncles eux-mêmes quittent le village pour venir chercher l'or sur les sites, il est évident qu'ils viennent avec les enfants parce qu'il y a personne à qui confier dans le village. L'autre volet, ce sont des enfants qui sont employés par ce qu'on appelle des propriétaires des trous pour venir travailler contre des rémunérations. Et c'est cet aspect qui est dangereux et c'est ça qui est combattu par les textes. Bon, sans oublier ceux qui abandonnent les écoles pour se retrouver également là-bas. Parce que pour des questions de voir des camarades qui y sont et qui ont pu avoir quelque chose, ça les motive également à y être. Donc, en résumé, c'est la question de la pauvreté et de nos mauvaises politiques en matière de promotion d'emploi qui poussent ces personnes-là à y être. Bien entendu, c'est devenu également une source, une activité, j'allais dire, génératrice de beaucoup d'argent, si bien qu'en dehors des personnes vulnérables que l'on voit, il y a aussi des personnes d'un certain niveau. Vous allez voir des commerçants, vous allez voir des fonctionnaires, vous allez voir même parfois des personnalités qui ont des activités sur les sites d'orpaillage. C'est pourquoi d'ailleurs la lutte sur le terrain est un peu difficile. Parce que ceux qui sont censés de suivre la lutte, parfois se retrouvent même être des membres de réseaux dans des exploitations minières artisanales. Donc il y a ceux qui sont pauvres et qui y vont. Il y a ceux qui ont aussi des moyens et qui trouvent aussi une source de diversification de leur activité. Parce que l'or sur le marché international aujourd'hui, ça coûte cher. Donc si tu l'as, tu as beaucoup d'argent. Donc ça devient également une source de diversification de leur activité. Donc il n'y a pas que seulement les pauvres, mais il y a toutes sortes de catégories socio-professionnelles que l'on retrouve aujourd'hui sur les sites d'orpaillage. Selon vous, pourquoi on n'arrive pas à recadrer ce secteur? Alors qu'il y a la loi qui est là, pourquoi on n'y arrive pas jusqu'à présent selon vous? Vous savez que la grosse plaie de nos États africains, dont le Burkina Faso, c'est une question de vision. On a des textes qui parfois ne fixent pas des vraies visions. Okay. Et même si la vision y est un peu, il y a une question d'applicabilité des textes ou de suivi des mesures que l'on prend. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, à partir de 2015, on a créé une structure spécialisée dans l'encadrement et l'organisation de l'orpaillage, qui est une direction générale du ministère en charge des mines, qu'on appelle l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Sa mission, c'est de résoudre ces questions-là, de sorte à trouver un cadre organisé sur le plan d'utilisation des produits chimiques, environnementaux, sociaux, économiques, y compris les questions des enfants. Mais on n'arrive pas à décoller, parce qu'une chose est d'avoir une structure, une autre est d'avoir les moyens de sa politique. Or, ces moyens de politique-là n'y sont pas du tout. Donc, on n'arrive véritablement pas à résoudre les problèmes, quand bien même les intentions sont bonnes. Ok, souvent, M. Yen, on assiste à des mésententes entre artisans miniers et exploitants industriels ou entre artisans miniers et entreprises même minières.
Est-ce que finalement, ça ne joue pas aussi sur l'exploitation de l'or au Burkina? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut entendre par jouer sur l'exploitation minière. Toujours est-il que ce sont des situations conflictuelles qui existent, c'est vrai, mais qui peuvent effectivement jouer un peu sur la promotion du secteur. Parce que les orpailleurs eux-mêmes, parfois, se combattent pour une raison ou une autre, entre eux et les mines industrielles. Parce que généralement aussi, les mines industrielles viennent les trouver. Et quand ces mines industrielles ont des permis de recherche d'une certaine étendue, la loi les amène à les déguerpir, ce que les orpailleurs n'acceptent pas facilement. Donc ça crée effectivement des situations de conflit. Et compte tenu du fait que c'est parce qu'il y a une mauvaise organisation de tout ça, ces conflits interacteurs sur le terrain jouent effectivement sur la promotion du secteur dans ses volets industriels, semi-mécanisés et orpaillage, et surtout industriels et orpaillage. Okay. Notre thème concerne l'exploitation artisanale de l'or, ou disons l'exploitation minière artisanale de l'or. Est-ce que ce secteur contribue au développement économique du pays? Non, je dis non. Ça ne contribue pas. Pour la simple raison que quand vous prenez les données officielles sur l'exploitation artisanale de l'or, dans l'année, on n'a pas une quantité qui atteint 1 tonne collectée par l'État. Mais dans les faits, vous allez vous rendre compte que dans l'année, l'or produit sur les sites miniers peuvent dépasser 10 tonnes. Okay. Donc, le reste va dans la fraude. Donc, ça va dans d'autres pays ou ça va dans des poches des individus. Donc, contribuer au développement du pays en termes de retombées dans les recettes, dans le budget de l'État, il n'y a pratiquement rien. Okay. Mais dans les poches des individus, oui. Parce que la fraude est très élevée. Maintenant, si on doit parler dans ce sens, peut-être que de par les dépenses des individus qui injectent un peu dans l'économie nationale, bon, de façon indirecte, mais à travers l'État, ça ne contribue pas à grand-chose du tout par le fait de la fraude et par le fait du manque d'organisation de ces sous-secteurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent alors, pour que ça remporte un peu dans les caisses? Pour que les choses changent, c'est cette direction générale qui a été créée. Okay. Il n'y a pas un autre chemin. Le meilleur chemin qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, cette direction générale n'a pas de moyens pour travailler. Donc on ne peut pas inventer autre chose. Même si on invente autre chose et que la politique des moyens ne suit pas, on va retomber dans la même situation. Sinon, cette agence a des missions vraiment très nobles. Et si elle mettait ça en œuvre effectivement avec les moyens conséquents, on va sortir de là. Mais elle est là, mais elle n'a pas de moyens au plan financier, au plan des ressources humaines en termes de nombre suffisant, au plan matériel. Et c'est ça qui fait que le problème demeure. C'est vrai qu'il y a toujours des tentatives qui se poursuivent, mais cela demande à être vraiment renforcé, consolidé, et pour qu'on puisse effectivement arriver à un encadrement et à une organisation effective de l'orpaillage. Parce que les orpailleurs eux-mêmes sont disposés à accompagner un tel processus. Et c'est déjà un pas. Malheureusement, c'est au niveau de l'État que les choses piétinent. Monsieur Yen, nous allons marquer une pause pour me permettre de lire quelques réactions des internautes, parce que nous permettons également aux internautes, aux téléspectateurs de réagir sur nos différentes plateformes, notamment sur la page Droit Libre TV. Alors, je m'en vais tout de suite lire la question qui a été posée aux internautes. Quel est votre avis? Plusieurs experts pointent du doigt le lien étroit entre les groupes terroristes et exploitation minière artisanale.
Entre autres, les terroristes y procurent des explosifs qu'ils utilisent lors de leurs attaques. Faut-il fermer les sites d'orpaillage dans la lutte contre l'insécurité ou bien la fermeture risque-t-elle de faire basculer les jeunes orpailleurs dans les mains des groupes terroristes et donc aggraver le problème? Voici là la question qui a été posée aux internautes. Je lis à présent les commentaires. Et il y a Sheki Diamant qui a réagi sur la page. Je pense que la solution ne passe pas forcément par la fermeture des sites. Il faudrait plutôt organiser et encadrer le secteur. Au niveau de chaque site, une seule entrée, une seule sortie si possible avec une sécurité locale à l'entrée de chaque site. On pourra en ce moment identifier les acteurs. Qui veut accéder au site est obligé de se présenter à l'entrée, donner le motif de sa venue. On enregistre ses références sur un registre. Il faudrait aussi travailler à bien séparer les zones au niveau de chaque site en 3 minimum. Une zone dédiée à l'extraction du minerai, une zone pour le traitement, achat et vente de l'or et une zone dédiée aux habitations et autres activités diverses, à savoir les boutiques, les restaurants, les maquis. Bien suivre la chaîne de l'extraction à la commercialisation. En conclusion, je pense qu'il faut juste organiser le secteur, encadrer et bien suivre. Il y a également David Zungrana qui a réagi. Fermer les sites d'orpaillage revient à déplacer le problème, car les sites d'orpaillage emploient une grande main-d'œuvre et génèrent des revenus importants qui profitent aux populations à la base réellement. Une des solutions, c'est de poursuivre l'organisation des artisans miniers ou orpailleurs comme le fait l'ANEMAS déjà et surtout sécuriser les sites miniers pour ne pas permettre aux ANI d'y dicter les lois comme c'est le cas dans certaines localités actuellement. Voilà, monsieur, il y a quelques réactions. Est-ce que vous vous retrouvez dans les commentaires de ces internautes? Oui, la première personne surtout semble être quelqu'un qui connaît très bien l'ANEMAS dont je parle. C'est qui, Diamant? Parce que ce qu'il décrit, c'est exactement cela. C'est-à-dire le plan d'organisation de l'ANEMAS, c'est de ça qu'il s'agit. Organiser le site en plusieurs zones, les zones d'habitation, les zones de concassage, les zones de lavage, les zones de commerce, les zones de vente. C'est exactement cela. Et même avant l'insécurité, pour entrer sur un site d'orpaillage, vous êtes tout de suite identifié. Hein. Il y a une sorte de guérite là, de poste de police par lequel vous passez. Parce que les sites d'orpaillage sont coordonnés par des responsables à qui l'État donne des papiers officiellement et qui coordonnent. Donc, si vous êtes un être étranger et vous venez dans leur milieu, vous êtes facilement identifiable. Avec l'insécurité, c'est beaucoup plus pertinent de faire en sorte effectivement qu'il y ait des seules portes d'entrée et de sortie pour pouvoir canaliser ceux qui rentrent, pourquoi ils rentrent, qu'est-ce qu'ils sont venus. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans le plan d'organisation de l'ANEMAS, il est prévu que ceux qui y sont vraiment, qui y mènent des activités, est ce qu'on appelle des cartes d'orpailleurs. Voilà, donc vous avez des cartes officiellement qui vous portez, qui vous donnent accès. Si vous n'avez pas ces cartes, ça veut dire que vous n'êtes pas un orpailleur attitré sur le site. Le deuxième intervenant également dit la même chose. La fermeture, c'est vraiment pas la solution. C'est bel et bien l'organisation, l'encadrement, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, qui est la meilleure solution. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fraude de l'or, mais quand vous allez dans certains villages où l'exploitation artisanale marche bien, pendant un certain temps, quand vous y retournez, vous allez voir un peu la transformation du village. Il y a beaucoup de constructions,
il y a de bonnes volontés qui font des investissements pour leur village ou pour des villages voisins. C'est en cela que ça contribue quelque part au développement du pays, pas du fait de l'investissement de l'État, mais du fait de l'investissement des individus qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent, sur le site d'orpaillage. Donc si aujourd'hui vous leur enlevez ça, bon, ça c'est un autre problème que vous allez créer. Et ce qui est évident, vous allez basculer pas mal de jeunes du côté des forces du mal, ça c'est évident. Donc la fermeture des sites d'exploitation, parce que c'est du fait de l'insécurité, c'est effectivement déplacer le problème. Même si on reconnaît que les sites constituent des sources ou peuvent constituer des sources de financement des groupes armés terroristes, ça peut constituer également des lieux de cache d'armes dans des trous pour les récupérer la nuit pour des attaques. Ça peut être des lieux aussi pour des fabrications des explosifs. Parce que tout le monde est là, c'est comme vraiment, je ne sais pas qui est qui. Donc, il y a du tout dedans, sous couvert du fait qu'on est orpailleur ou qu'on gère des questions d'explosifs, on peut fabriquer des explosifs à usage d'attaques terroristes. Ça, c'est évident, ça, c'est des réalités. Mais la solution, ce n'est vraiment pas de fermer les sites. Il faut que l'État aille au bout de sa responsabilité qui l'a guidé à créer la NEMAS en se donnant tous les moyens pour encadrer, organiser les sites et avoir un bon contrôle de ceux qui gravitent autour des activités d'orpaillage. C'est vraiment ça la solution. Merci, M. Yen, d'être passé sur notre plateau. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais vous pouvez toujours poursuivre le débat chez vous à travers l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.